Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres de cette édition. À 1250 km au sud de Tahiti, Rapa est l'île la plus isolée du Fénois, un éloignement qui a des avantages mais aussi des inconvénients qui pèsent sur le quotidien des habitants, notamment sur le plan de la santé ou de l'éducation. À une semaine du 106e congrès des maires, zoom sur les enjeux de nos communes. Plus de 200 élus polynésiens devraient faire le déplacement à Paris où une rencontre à des outre-mer les attend. Le maire de Rurutu, Frédéric Rivita, sera du voyage avec des doléances spécifiques pour toute la Polynésie française, les communes de la Polynésie française. Il est notre invité ce soir. En deuxième partie de journal, nous ferons le tour de l'actualité sportive avec Oriano Tefof, notre spécialiste, un bloc sportif qui ouvrira sur le 12e titre de champion de rugby à 7 à décrocher à Parpire. Et pour en parler, nous recevons un invité de marque, Teiva Jacquelin, ancien joueur de l'équipe de France. Le gouvernement a achevé son déplacement à Rapa hier. Le président et ses ministres devraient arriver aujourd'hui. Illustration de l'isolement de cette île qui craint le tourisme de masse, éducation, santé, communication, transport. L'éloignement a aussi de nombreuses conséquences. C'est le dossier de nos envoyés spéciaux Tiarenui Pahuiri et Mike Liral. Le premier conseil des ministres de l'histoire tenu à Rapa, c'est une volonté politique de désenclaver l'île. Mais les habitants ne le souhaitent pas toujours. Sur le tourisme par exemple, ils veulent limiter les visites de l'Aranui qui en souhaiterait au moins une par mois avec son futur navire. Avec l'arrivée de Aranoa, avec 200 passagers possibles, et le Nahiro Epin qui va arriver également en même temps en 2026, qui double également sa capacité de transport de passagers, éventuellement croisiéristes. J'ai peur qu'on soit envahi avec les fréquences qui sont annoncées, effectivement de 16 à 22 voyages par an. Le maire s'inquiète aussi pour la santé de ses administrés. Lui-même a été le premier évassané par Super Puma. Il craint le départ de l'armée et faute de pistes, il voudrait consacrer un hydravion aux évacuations sanitaires. Il le verrait bien s'opposer dans la tranquille baie de l'île. Les évassanes par hélicoptère restent coûteuses et très longues. Il y a un délai entre le déclenchement et l'arrivée de l'hélicoptère puisqu'il part de Tahiti. Il va refaire le plein de carburant, principalement à Reivave, ça peut arriver aussi à Tupuoe. Il arrive à Rapa et là il va refaire à nouveau le plein pendant que le médecin va bilanter le patient. Et après il repart sur Tahiti, l'hélicoptère va s'arrêter à Reivave puisque ça sera les heures de vol seront complètes pour l'équipage. Et à ce moment-là, c'est Air Archipel qui reprend le relais de Reivave pour arriver à Tahiti. Blandine est la seule infirmière de Rapa. Et il n'y a pas de médecin, sauf 2 semaines tous les 6 mois. Mais la dernière mission a été annulée. Les patients voient donc un docteur pour la première fois depuis 1 an. On a des patients qui sont diabétiques, des patients qui sont hypertendus. Et je pense qu'au moins des consultations de cardiologie et d'endocrinologie sont nécessaires, voire aussi des consultations de pédopsychiatrie. Les femmes vont accoucher à Tahiti, comme dans la plupart des îles. Mais l'isolement de Rapa les contraint à quitter leur famille pour longtemps. Je reviens en décembre, après je repars en janvier. Là, je vais taper jusqu'à ce que j'accouche. Au mois de mars, j'accouche. Et après, je suis obligée encore de rester 1 mois pour que le bébé a 1 mois pour revenir. En fait, c'est pas aussi facile pour la vie de famille. Déjà là, je dois laisser mon fils. Après, quand je vais à Tahiti, moi je pense à ma petite famille. Je sais pas s'ils vont bien. Les enfants, eux, quittent leurs parents dès le collège pour être scolarisés à Tubuai. Beaucoup ne reviennent jamais. La proportion des moins de 30 ans a été divisée par 2 en 15 ans. Ceux qui retournent sur leur île doivent se réadapter, notamment à une vie sans le haut débit. À Tahiti, on a la 4G, c'est plus rapide, alors qu'ici, on n'a pas ça, on n'a que des routeurs et encore, c'est pas très très fort. Donc il y a beaucoup de bugs aussi et des fois tu te fâches parce que c'est très très long. Le président a annoncé un meilleur débit pour bientôt via Starlink ou OneWeb. Mais cette vie communautaire, loin des écrans, a aussi ses avantages. Elle laisse du temps libre pour échanger avec les anciens et conserver les savoirs d'autrefois. Tout ce que le Conseil des sages de Rapa souhaite protéger.
C'est le grand rendez-vous des élus de proximité. Le Congrès des maires de France débute le 18 novembre à Paris, à l'occasion pour les édits et conseillers d'échanger sur leurs expériences respectives face à des défis collectifs. 220 élus de Finnois prévoient de faire le déplacement. Laure Philibert et Mathieu Oreille en ont rencontré quelques-uns avant leur départ pour évoquer les enjeux de ce rendez-vous. Surmonter les crises de l'eau, le maire face à la vie chère ou encore s'adapter au changement climatique. Les forums et débats au menu du 106e Congrès des maires devraient intéresser les élus du Fénois. Ils sont d'ailleurs pas moins de 220 à s'envoler vers l'Hexagone pour y assister, contre 150 l'an dernier. Le syndicat pour la promotion des communes a aussi sa propre délégation. On rencontre avec le conseiller technique du Premier ministre, du ministre de l'Outre-mer, le ministre de la collectivité, puisque nous avons énormément de sujets à demander, parce que la spécificité de la Polynésie française des communes est toujours importante et il faut absolument qu'on défende notre cause. Non, aux Australes, je pense que le maire de Tupoué va venir, il y a moi, et puis c'est tout. Si la commune de Punaouia en profite pour établir des échanges culturels, sportifs et éducatifs avec Montpellier, d'autres se déplacent plutôt en observateurs, comme Papara, qui investit 4 millions de francs pour financer le déplacement de 5 personnes. Dans les 5, j'ai 2 employés. Ça a été déjà mentionné depuis l'année dernière pour mériter ces employés qui s'occupent bien. Les 2 employés guideront pour ces tawanas. Il y a des ateliers. Ils vont suivre les tawanas dans tous ces pôles de travail. L'an dernier, ils avaient plaidé en faveur de la mise en place d'une communauté d'archipel. Les élus marquisiens seront une petite dizaine à poursuivre leur objectif cette année. Nous avons, grâce à notre député, fixé un rendez-vous interministériel prévu le lundi 18 h. Nous invitons tous les ministres. Au niveau des requêtes, notamment faire en sorte qu'au travers des rapports publiés par nos sénateurs, par les députés qui se sont déplacés ici en Polynésie française, faire en sorte qu'on puisse travailler en étroite collaboration aussi bien avec l'État, le pays et la CODIM. Dans le cadre de l'évolution statutaire de ces revendications, ce n'est pas simplement institutionnel, ce n'est pas simplement politique pour faire avancer les choses, mais une préoccupation pour que les administrés trouvent bénéfice. La rencontre des élus d'outre-mer est programmée dans une semaine, le congrès des maires du 19 au 21 novembre, dans un contexte de climat budgétaire tendu. Et nous accueillons à présent Frédéric Rivetta, le maire de Rurutu et vice-président du SPC-PF. Tawana Yorana. Et Yorana, ceux qui nous regardent, bonsoir. Alors, à la veille de ce 106e congrès, la colère grande chez les maires qui craignent la prochaine loi de finances et les efforts plus importants demandés aux collectivités locales. Est-ce que cela vous inquiète aussi ? Il faut voir dans le contexte métropolitain, effectivement, puisque nous avons des dotations qui arrivent de la DGF et ça risque d'être diminué dans le temps, Surtout que quand on voit les instabilités gouvernementales qui se passent en métropole, et ça c'est important pour nous, Et puis actuellement, en Polynésie française, nous allons voir dans le budget de la Polynésie pour voir un peu le FIP, à quelle sauce on va nous attribuer à la dotation du FIP. Donc, nous avons 2 dotations qui existent, celle qui vient directement de la France, la DGF, et celle qui vient de... Et effectivement, il y a effectivement pas mal d'aides venant, par exemple, du DETR, et j'espère que ça ne va pas être diminué dans le temps. Une rencontre outre-mer est prévue, vous y serez. Quelles seront vos doléances et quelles sont les priorités pour Rurutu ? Là, je vais au titre, c'est la 106e édition de la France des maires. Il y a 34 935 maires qui vont aller à ce congrès-là. Et effectivement, je vais au titre
du syndicat pour la promotion des communes de la Polynésie française. On est 7 maires à participer dans les réunions pour pouvoir faire des rencontres avec les institutions en France, certainement avec le conseiller technique là, du Premier ministre, avec les conseillers du ministre de l'Outre-mer et certainement avec les ministres de la collectivité et le Sénat et bien d'autres, parce que nous avons pas mal de données. Quand on voit à l'heure actuelle l'instabilité qui est en train de faire, la commune, heureusement, le thème qui est mis aujourd'hui, c'est vraiment important pour nous. Quelles sont les priorités justement du syndicat des communes? Alors, nous, depuis un certain temps, depuis 2023, on s'est réunis en congrès parce qu'il y a des choses à rectifier au niveau du CGCT qui régit un peu les communes de la Polynésie française. Notamment, je parle d'un problème de l'assainissement, par exemple. Si dans le CGCT, on a droit à la compétence nous est dévolue au niveau des communes, mais par contre, dans la loi organique, dans l'article 56 de la loi organique, on a un problème de redevance de l'assainissement. Donc, il faut qu'on aille discuter et puis faire du lobbying auprès des institutions pour voir. Il n'y a pas que ça. Nous avons le statut de l'élu à en parler. Nous avons le problème concernant les maires délégués. La spécificité de la Polynésie française, il y a 98 maires délégués qui existent, des communes vraiment détachées par rapport à la grande commune. Et nous avons aussi, on est conscient de tout ce qui est de défis pour demain concernant la transition écologique. Donc, tout ça, nous allons débattre en France. Le maire, par exemple, notre président, par exemple, Cyril Tétonui, le jour de l'Outre-mer, il va faire une allocution concernant la potabilité de l'eau ici en Polynésie française. Et c'est un sujet assez important aussi pour nous, pour dire où nous sommes actuellement sur la potabilité de l'eau en Polynésie française. Un enjeu important pour Rurutu également, mais vous parliez tantôt de l'assainissement. Vous avez un projet, est-ce que vous pouvez nous en parler très rapidement? Oui, parce que depuis un certain temps, on a confié un bureau d'études là, pour nos dossiers d'assainissement. L'assainissement, c'est un dossier très très coûteux pour toutes les communes. Quand je regarde un peu les communes de la Polynésie et surtout ici à Tahiti, nous, à Rurutu, nous avons fait autrement. Nous avons fait une station d'épuration et on va réaménager, récupérer la boue qui se trouve dans les fosses septiques des particuliers et en même temps un camion SOS vidange pour pouvoir traiter ça, quoi. Donc le dossier est recevable pour le moment. Ça me permet personnellement, avec d'autres dossiers concernant pour les maires de la Polynésie, d'aller voir un peu en France, de regarder dans quelle mesure, s'il y a des matériels nouveaux ou alors des systèmes nouveaux qui régissent tout ce domaine-là de l'assainissement. Dernière question pour vous, monsieur le maire de Rurutu. Quel regard portez-vous sur le Conseil des ministres à Rapa? Vous aimeriez recevoir vous aussi le Conseil des ministres? Oui, j'ai acté. Ils m'ont demandé pour le mois d'avril l'année prochaine. Je suis tout à fait pour, mais je trouve un peu dommage que les maires de l'archipel n'aient pas associé à ce rendez-vous dans une île qui concerne l'archipel. Parce que il y a des... Vous n'avez pas été invité? On n'a pas été invité. Il y a des dossiers, par exemple, de développement qui permet sur une filière, par exemple le café, par exemple le tourisme, et qu'on pourrait discuter ensemble et non pas saucissonner le problème commune par commune. Je trouve dommage qu'on n'ait pas associé à tout ça, quoi. Maruru Metei, monsieur le maire de Rurutu, Frédéric Rivita, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Le Festival des Australes vient de fermer ses portes à Oreitiniho. Il a permis au Tu'apa de se retrouver à Tahiti le temps d'une semaine de célébration à culte religieux et défilés de délégations ont rythmé ce dernier jour, comme nous le montre Esther Paro-Cordet. Ils se sont retrouvés pour un dernier moment de recueillement
comme pour se soutenir mutuellement. Ils sont tous originaires des Australes et ont appris à se connaître pendant le festival. C'était très émouvant, vu qu'il y a des personnes que je n'ai jamais vues et c'est de ma famille. Ça m'a permis de connaître un peu ma famille, surtout Rapa. D'habitude, je suis tout le temps avec les Rivavais et là, voilà, j'étais avec les Rapa. Installés à Tahiti, ces natifs des Australes savourent la reconnexion avec leurs racines. Cela fait des années que certains ne sont pas retournés au Whenua. Cela fait 21 ans. Je suis rentré à Reivavai, mais en 2003. Et depuis cette année-là, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas y retourné. Mais je songe toujours à rentrer. La langue des anciens Tuhapè résonne autour de la stèle, symbole de la lignée légendaire des 5 frères Hiro, langue que les jeunes Tahitiens ne pratiquent plus. Ils sont nés ici, ils ont grandi ici, ils parlent le français, ils ne parlent pas le Rapa. Les drapeaux sont à présent baissés. Le prochain festival des Australes à Tahiti se tiendra en 2026. Fin de formation pour les JAV que nous avons suivis pendant 2 mois avant de recevoir leur calot au parc Veir Eyapun Aouya. Les futurs militaires ont quand même eu droit à quelques exercices physiques de cohésion qu'ont suivi Rara Chong et à Léa Gondon. Le récit d'Andy Ebb. Les gendarmes adjoints volontaires en formation arrivent les yeux bandés sans trop savoir ce qui les attend. L'important, c'est que cette caisse arrive jusqu'à l'arrivée. C'est bon? Les consignes données, les élèves s'élancent sur un parcours en équipe. Accompagnés de la brigade nautique, ils doivent atteindre une première bouée, monter ensuite sur le bateau, sauter, rejoindre une deuxième bouée, puis rejoindre la plage. La première fois sans charge, la deuxième avec un coffre à transporter. À l'issue de ce parcours nautique, les élèves ont reçu leur calot des mains du colonel Desmaisons. Au-delà des savoir-faire techniques qu'on leur apprend, qui sont extrêmement variés, que ce soit dans le domaine de l'armement, de l'intervention, dans le domaine de la police judiciaire, eh bien on cherche également à leur inculquer un certain nombre de savoir-être. Ils reposent sur 3 valeurs principales qu'on essaie de leur transmettre. La première, c'est le sens de l'effort, de donner le maximum, de se dépasser. La deuxième valeur, c'est la cohésion, c'est le sens du groupe, c'est l'importance du collectif. Et puis la troisième valeur, c'est le dépassement de soi, c'est aller un peu au bout de ses limites. Ils sont extrêmement motivés et donc on était très heureux de pouvoir marquer symboliquement cette étape ce soir. Au cours de leur parcours qui a débuté il y a 2 mois, les gendarmes adjoints volontaires en formation ont déjà connu d'autres temps forts, la remise de leur écusson, de leur bande nominative et de leur tenue bleue. La formation se termine à la fin du mois de novembre. Et comme chaque dimanche, Oriano Tefao nous a rejoint en plateau pour l'essentiel de l'actualité sportive. Et oui, c'est un plaisir d'être avec vous pour vous résumer les temps forts de ce week-end. On découvre ça maintenant. Et le suspense a tenu jusqu'au bout dans le championnat de rugby à 7. Et les équipes de Pirée et Paea étaient à égalité de points au moment d'aborder hier la 4e et dernière journée du tournoi. Dans l'ultime face-à-face, les hommes de Marcel Copenrath l'emportent 14-10 face à leur rivaux de la côte ouest. Le résumé avec Désiré Teivao. 5 ans après leur dernier titre à 7, le rugby club de Pirée renoue avec la victoire. Pour décrocher ce nouveau sacre, Taharu Atishi et ses partenaires ont dû puiser dans leurs ressources physiques et mentales. Dans cette finale, le Paea Manura Rugby Club prend le meilleur départ après un essai d'Herman Tamaiti Tahio. Les Mauves dominent ce début de match, mais en fin de première période, Luka Lima relance Pirée. La transformation passe et Pirée mène 7-5 à la pause. À la reprise, les débats s'équilibrent. Il faut un exploit individuel de Julien Mamato Yautapu pour permettre à Pirée de faire le break. La transformation passe et les protégés de Marcel Copenrath mènent 14-5. Les joueurs de Paea poussent pour revenir au score. L'essai en fin de match de Jérôme Charles ne change rien à l'issue de la rencontre. Pirée l'emporte 14-10. C'était très chaud, il y a eu beaucoup de combats sur le terrain.
Il y avait des belles actions des deux côtés. Et la clé de tout ça, c'était la communication et l'entraide entre les coéquipiers. On a tout donné sur la fin, c'était serré. On est parti, on s'est donné à fond pour ne pas encaisser le dernier essai et d'être victorieux aujourd'hui. Avec les joueurs blessés que j'ai eus, j'ai pu faire un collectif avec l'équipe que j'ai. Donc j'ai rien à me reprocher, au contraire. Je félicite mes gars pour tous les sacrifices qu'ils font aux entraînements. Donc un grand bravo à eux. Grâce aussi, merci à mon capitaine qui a su emmener cette équipe au plus haut et à la deuxième place. L'Ovalie polynésien se tourne désormais vers la préparation des Océanias de rugby à 7 qui se tiendront les 7 et 8 décembre aux îles Salomon. Et un membre du staff de l'équipe championne de Pirée nous a rejoint, Teiva, Jacqueline Yorana, et merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons donc parler un petit peu de ton expérience dans ta vie professionnelle du rugby. Je rappelle que tu as été donc un joueur pro, notamment au sein de l'Aviron Bayonnais, une grosse équipe du top 14, la division la plus importante du rugby français. Et tu as été aussi retenu dans l'équipe de France de rugby à 7, 37 sélections en tout, quand en 2022 tu te blesses gravement au genou, ce qui t'oblige à arrêter ta carrière sportive. Aujourd'hui, où en est ta rééducation et qu'en est-il pour la suite de ta carrière? Yorana, merci pour l'invitation. C'est vrai que moi je suis rarement blessé, mais quand je me blesse, c'est jamais à moitié. Donc je savais que j'en aurais pour pas mal de temps quand même. Malgré tout, ces derniers temps, je franchis des paliers qui sont plutôt positifs. J'essaie de garder patience parce que, par exemple, quand je m'occupe un peu du club, j'ai les pieds qui tremblent, j'ai envie de courir avec eux, mais j'essaie de garder patience et de construire pour mon avenir parce que l'objectif, c'est de bien me retaper à 100% et de reprendre le cours de ma carrière. Donc ça veut dire que tu gardes espoir pour rechausser les crampons chez les pros? Oui, tout à fait, c'est un objectif. Tous les jours, je m'entraîne un peu dans mon coin, même si je suis livré à moi-même. Je garde une certaine discipline qui est en moi et que j'ai appris à avoir. Et ouais, l'objectif, c'est de retrouver ma forme et reprendre ma carrière. Teiva, c'est comment justement le rythme de vie d'un joueur professionnel en rugby? Surtout, peux-tu nous décrire une semaine type? Décrire une semaine type, on est vraiment déjà côté professionnel, tu as le temps de rien faire d'autre que ça, c'est ton métier à part entière et on est vraiment dans une bulle entre nous, du matin jusqu'au soir, on a le petit déjeuner ensemble où le repas est contrôlé par le club, les diététiciens au club. Ensuite, on a un petit réveil musculaire, on a un retour vidéo du match du week-end. Ensuite, on sépare un peu le groupe en deux, les avant les trois quarts. On travaille sur les skills, sur ce qu'on a manqué ou ce qu'on a besoin. Ensuite, il y a la pause du midi, pareil, on mange ensemble. Et on reprend comme ça l'après-midi, où on travaille cette fois-là en groupe. Donc l'équipe entière, où on est à peu près, dans les clubs pro, on est entre 40 et 50 joueurs. Et à la fin, on a la récupération, donc on a des bains froids, bains chauds mis à disposition, on a des séances kiné pour la récupération, voilà, on a tout ce système-là et on rentre à la maison bien fatigué. Et en général, on ne traîne pas pour aller au lit. Et voilà, le temps passe très vite, on n'a pas vraiment de jours de repos ou de week-end, de jours fériés, on est toujours au stade, même si on ne joue pas, on n'est pas sélectionné le week-end sur la feuille de match, on a on a du travail avec les sponsors du club, donc on a toujours des missions à accomplir. Ouais. Teiva, je voudrais qu'on revienne sur un moment de ta carrière. On va demander à notre réalisateur de lancer une vidéo de match. C'était en 2020, lors d'une tournée à Los Angeles pendant les World Rugby 7 Series. Tu marques un essai face aux All Blacks. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce moment et comment tu l'as vu? Oui, c'était un beau souvenir. On voit que je coupe ma course sur Stéphane Parez. Il a vu qu'ils sont serrés sur moi, donc il a pris l'extérieur. Ensuite, Étant Dumortier fait un beau travail et j'arrive à finir l'action. Donc c'est vrai, c'est un beau souvenir quand je vois ces images-là. C'était avant le Covid. Et voilà, contre l'équipe des All Blacks, on sait tous que c'est un peu les champions du rugby, donc ça reste une fierté. Et d'autant plus parce qu'il y avait aussi l'équipe de Papeete Rugby qui était dans les tribunes. Donc c'était une première pour moi d'avoir une équipe locale et des copains dans les tribunes de Tahiti. Parmi les adversaires néo-zélandais, il y avait certains que tu connaissais, qui étaient des idoles déjà? Par exemple, je viens de voir que quand je reviens intérieur pour aller dans l'embut, aujourd'hui, si vous cherchez ce nom, ce joueur-là, Clark, il joue avec les All Blacks tous les week-ends à 15, donc il va jouer contre l'équipe de France la semaine prochaine normalement.
Le mois dernier s'est disputé le tournoi du Pape Été International 7. On a pu constater qu'il y a encore un fossé entre le niveau local et international. Que doit-on faire pour faire évoluer l'Ovalie en Polynésie française? Oui, le fossé, il y en a un et on en est tous conscients, mais je pense que ce qui va nous faire progresser, c'est justement ces rencontres-là, avec des équipes d'extérieur, voyager, échanger avec des gens, des joueurs ou des coachs d'expérience. Donc si on arrive à avoir ces échanges-là et pratiquer, vraiment pratiquer, voilà, on a une belle rencontre samedi pour le championnat à 7. Et, le fait que ce soit serré jusqu'à la fin contre Paia, ça fait grandir les équipes. Le CPP avec Gilles Lafitte, ils sont partis en Nouvelle-Zélande dans ce cadre-là pour des rencontres en Nouvelle-Zélande et un échange culturel. Les féminines de Mora, elles sont parties à Fidji en stage. Donc, ouais, il n'y a que par ces échanges-là qu'on peut grandir. Et je pense que Wallis l'a très bien compris, la Nouvelle-Calédonie, parce qu'aujourd'hui, l'équipe de France, elle est composée de nombreux joueurs wallisiens. Et mon message, il est là, c'est qu'on a aussi notre place en tant que Tahitiens dans cette discipline, et plus que jamais, puisqu'il y a beaucoup de recherches de profils polynésiens, et je pense que c'est un des rares sports où c'est le cas. Ouais. Teiva, les Océaniens de rugby à 7 se disputeront les 7 et 8 décembre aux îles Salomon. La sélection tahitienne y participera. Est-ce que toi, tu seras du voyage? Alors, malheureusement non, dû à ma blessure, comme je suis en accident de travail, mais par contre je serai présent aux entraînements pour apporter mon expérience et ce que je peux transmettre aux jeunes qui partiront représenter Tahiti, qui auront cette chance-là, parce que c'est une vraie chance. Et ouais, voilà. Et si Teiva, on arrive à la fin de cet entretien, c'était très intéressant. En tout cas, ce qu'on a retenu, c'est que tu as encore une chance de retourner sur les terrains. On a hâte de ça et on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Allez, on continue avec du football. Ambiance survolée aux îles Solvang pour cette première édition du mémorial Tonihiro et Jean-Pierre Maraya. Moria a fait sensation en s'imposant sur tous les fronts. Chez les femmes, l'AS Tapuhuti l'emporte face à l'AS Samin de Reatea, tandis que chez les hommes, c'est l'AS Tohia FC qui décroche la victoire contre l'équipe masculine de Samin. Retour sur cette dernière journée avec Ronnie Moufat. Les filles de la Tapuhuti en jaune ne perdent pas de temps. Dès le coup d'envoi, elles mettent la pression et trouvent la faille dès la 5e minute. En seconde période, la Samin tente le tout pour le tout, mais les joueuses de Moria tiennent bon. Score final 1-0 pour les jaunes. Tamari Tapuhuti remporte ainsi cette première édition du mémorial Tonihiro et Jean-Pierre Maraya. Très satisfait, c'est des mois de travail, des sacrifices. Après, comme j'ai dit auparavant, on a un objectif avant de venir à Reatea. Ce n'est pas pour se balader, mais venir prendre le trophée et ramener à Moria. Du côté des hommes, la Tohia Football Club en blanc affronte la Samin en bleu dans un duel acharné. En première période, les joueurs de Moria se montrent plus entreprenants et se créent plusieurs occasions, mais peinent à conclure. Il manque cette cohésion entre nous, entre les joueurs, étant donné qu'il y a certains joueurs qui sont de la réserve et qu'ils n'ont pas tellement eu le temps de se préparer. Aucune des deux équipes ne veut concéder un point. Le suspense est à son comble. Les deux équipes doivent passer par la séance de tir au but pour se départager. Le gardien de Moria, Vehiatua Leilau, sort le grand jeu en stoppant le premier tir de Samin. Derrière, son coéquipier ne tremble pas et transforme le sien. C'est l'euphorie sur le terrain. Tohia Football Club est sacré champion de ce tournoi. Beaucoup de pression. Pour moi, déjà, c'est la première fois. Je participe à ce genre de tournoi, mais je sais que tous les copains étaient avec moi pour ce ballon, pour ce tir au but. Et je suis très fier aussi de ramener aussi cette coupe-là sur Montréal, sur notre île. On rate quelques occasions. En deuxième mi-temps, on a poussé, mais bon, on n'a pas réussi à marquer, mais c'est pas grave. Au moins, on a fait un bon tournoi. Et félicitations avec eux. On a vu vraiment deux équipes qui se sont battues jusqu'à la fin. Et c'était beau à voir, et puis il n'y a pas eu d'incident. Je suis vraiment content de ce tournoi mémorial de Tonihiro et Maraya et Jean-Pierre. Moria réalise le doublé et signe un grand chelem pour cette première édition. Le rendez-vous est déjà pris pour la prochaine édition du mémorial qui se tiendra à Moria en décembre 2026. Et on surfe la troisième et dernière étape du championnat de Tahiti Open Tour. C'est tenu ce week-end à l'embouchure de Papeeno. Et plus d'une quarantaine de riders, toutes catégories confondues, ont tenté de grappiller des points pour évoluer dans le classement. Mais les conditions météorologiques n'étaient pas au rendez-vous, comme l'a constaté Andy Ebb.
Des vagues de nord-ouest de moins d'1 mètre en moyenne, avec parfois du vent de sud-est, les conditions météorologiques ne sont pas idéales pour réaliser de bonnes performances. Les riders doivent nager en puissance pour prendre les vagues et réaliser de belles figures relève de l'exploit avec des conditions pareilles. Il faut être attentif et avant d'aller à l'eau, c'est de regarder où il y a les meilleures vagues. Maintenant, si tu ne regardes pas tous ces petits détails-là, c'est sûr que tu vas aller à l'eau, tu vas être perdu et puis voilà. La concurrence est rude, les riders donnent tout lors des éliminatoires. Seuls les 2 premiers de chaque série sont retenus pour le round suivant. Les bodyboarders tentent tant bien que mal de s'exprimer sur des petites vagues. Pour certains, la compétition s'arrête là, les autres continuent. Alléluia les bros, sur la journée aujourd'hui, pas trop ça, mais bon, c'est comme ça le jeu. Hein. Difficile à prendre les vagues, hein? Ouais, carrément, bizarre les vagues. C'est très dur avec la taille des vagues, hein? Et très technique. Encore une fois, j'ai de la chance d'habiter à Taharu. Du coup, je surfe pratiquement ce genre de vagues tous les jours, quoi. Et là, ça continue pour moi, ouais. Espérons aller le plus loin possible. Hemiti Fierro démontre sa suprématie et s'impose dans sa série. Elle accède à la finale. Les vagues elles sont un peu compliquées, mais il y a des vagues. Et j'ai un peu mal choisi mes vagues. Du coup, ça a failli me coûter ma place en finale. Mais sinon, je suis super contente d'être passée. Les finales se sont tenues aujourd'hui. Ce genre de conditions difficiles est une bonne préparation pour la petite équipe qui part disputer une compétition à La Réunion la semaine prochaine. Et ce week-end, la salle omnisport de Mahina a accueilli le Mémorial Cristal Feno Haïti, un événement sportif qui regroupe plusieurs compétitions de jiu-jitsu brésilien dans le Final Block BJJ et le Maori BJJ Gi Contest. Une fois de plus, la nouvelle génération a démontré sa qualité technique sur les tatamis. Elle est en fort dans ce reportage. 202 compétiteurs venus de 19 clubs du Fénois enchaînent les combats. Des duels allant de 2 à 5 minutes selon la catégorie d'âge. Chez les jeunes, l'engouement pour cette discipline est toujours en augmentation. De nouveaux combattants ont fait leur apparition sur les tapis. Bon, il y a des nouvelles teams comme sur la presqu'île avec Toaotu BJJ qui est la première compétition que je crois qu'ils font là, depuis qu'ils ont été créés, qui arrive déjà avec pas mal de combattants, peut-être d'anciennes teams aussi. On a Cisador Papara qui a été hier récompensé par le résultat de l'année d'avant, mais qui je pense repartent sur une bonne saison aussi. Voilà, c'est un peu les teams, on va dire, je pense, qui émergentes un peu de ce week-end. Chez les juvéniles, avec 5 compétiteurs dans son groupe, Toanui Huatei a survolé sa catégorie. Il conserve son statut de champion chez les moins de 75 kg. C'est mon jeu, puis à la ceinture, et après je joue au feeling. En gros, tous mes combats, j'ai fini en moins de 3 minutes, on va dire. Chez les moins de 61 kg, après avoir soumis son premier adversaire par étranglement, Keahi Duval se retrouve en finale face à Rouahi Moulon. Une rencontre disputée qui s'est soldée par la victoire au point de Keahi. C'était carrément serré, j'ai envoyé. Il m'a emmené au sol. Après, j'ai essayé de le renvoyer aussi au sol pour avoir des points. Et arrivé à 4 points, après, il a essayé de prendre mes jambes. J'ai défendu, après j'ai pris une soumission. Et j'ai récupéré la garde et j'ai gardé cette soumission jusqu'à la fin. Les petits samouraïs auront l'occasion de se rencontrer une fois de plus le 22 février à Mahina lors de la Maori BJJ Gi Contest 2. Et l'AS Phoenix de Otomaoro a inauguré hier soir ses 4 nouveaux cours indoor de padel et passe aujourd'hui à 9 terrains. En seulement 2 ans, la discipline a connu un essor avec près de 800 adeptes. Ces 4 nouvelles structures couvertes arrivent à temps pour la saison chaude. Et désormais, les padeliers souffriront moins de la chaleur. Ndieb nous en dit plus. Après 2 premiers cours en 2022, puis 3 autres en 2023, les 4 nouveaux cours devraient garantir un meilleur accès aux amateurs de padel. Des terrains construits selon les normes internationales avec des armatures métalliques anticycloniques. Un investissement de taille qui a coûté un peu plus de 200 millions de francs. Ça me fait quelque chose quand même, parce que moi qui viens du tennis, on n'a jamais eu ça. On n'a jamais joué sous un toit.
Le padel va faire exception. Donc ça va être un sport de raquette qui va être indoor et c'est lancé là. Je pense que tout Haïti va se mettre au padel. On va essayer de pousser pour les Jeux du Pacifique. Une grande satisfaction pour les membres de Phoenix, spectateurs de l'évolution d'un club créé il y a plus de 50 ans. À chaque fois, je dis à mes collègues, regardez bien, enregistrez bien ça dans vos mémoires, prenez des photos parce que le paysage va vite changer. En simplement 2 ans, on vient de réaliser donc 9 cours. Les autres clubs, donc les autres associations prennent le pas, nous suivent. Ça veut dire que c'est quelque chose, c'est vraiment un sport qui est fait pour tout le monde. Pour ces athlètes, le club de Phoenix a fait venir d'Espagne un entraîneur professionnel. Classé 300e mondial, José Pedro Montalbán Martín aura 3 mois pour rehausser le niveau des padelistes tahitiens, mais aussi pour former les cadres. Le padel, ce n'est pas seulement de la technique ou de la course, c'est aussi du mental. Il y a 6 ou 7 joueurs qui ont un bon niveau. Pour beaucoup de gens venus du tennis, la défense et l'utilisation de la paroi est importante. Mon cours comprend de la technique et du physique pour être efficace en défense et en attaque. Ces padelistes ont suivi une semaine de stage intensif avec José. Pas de doute pour eux, la présence d'un professionnel est incontournable. Ça fait du bien d'avoir un professionnel chez nous. Nous montrer au moins la base et ce que c'est que le padel. Vraiment génial, on a beaucoup appris en une semaine. Quand on a commencé, on était plus dans les gestes du tennis, alors que là, vraiment, il fallait rectifier tout ça. Il ne faut pas jouer comme au tennis, c'est vraiment des gestes de paddle. Comment se placer et puis comment taper la balle avec une bonne maîtrise de la raquette. On a passé plusieurs formations et ça change. On nous apprend de nouvelles choses au niveau de la bandera, de plusieurs frappes. J'avais besoin de ça en tout cas, de bosser un petit peu. Déjà de jouer sous un toit, ça change que de jouer en plein air. Et super ce que Phoenix a fait là. Magnifique. Phoenix ne compte pas moins de 800 adeptes de la discipline et espère franchir la barre des 1000 adhérents avec ses nouveaux cours. Nous arrivons au terme de notre édition. Programme ce soir sur votre chaîne L'Âge de glace, les lois de l'univers, suivi de votre émission Zone Interdite. Demain, c'est Emma Mathieu qui prendra les commandes du journal en vous souhaitant une excellente soirée, une très belle semaine sur Télévision Télévision. Et comme on le veut chaque dimanche, on se quitte avec les plus belles images de sport. Bonne soirée à tous.